Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Hanouka Sameach. On est très heureux avec Midreshet Yehuda de retrouver, comme toutes les 2 semaines, notre professeur en histoire, Georges Spira. Même si c'est Hanouka, il y a cours. On est très heureux de pouvoir t'écouter, Georges. Alors, bonne étude à tout le monde. Merci beaucoup, Johan, et Hanouka Sameach à tout le monde. Et avant de commencer le cours, je voudrais juste vous communiquer 2 nouvelles pas très sympathiques, mais il faut quand même les communiquer. Notre ami Daniel Schiff a perdu sa sœur qui habitait à Strasbourg, qui s'appelait Madame Touitou, et qui est malheureusement décédée il y a 15 jours maintenant. Et d'autre part, Ruti Birman a perdu hier son frère, qui était beaucoup plus âgé qu'elle. Alors, on peut se manifester chez elle, mais elle souhaite qu'on ne vienne pas à cause des problèmes de Covid et d'éviter autant que faire se peut les visites. Vous pouvez lui téléphoner ou lui faire un WhatsApp et ça lui fera très plaisir, mais autant que faire se peut, n'allez pas lui rendre visite. Voilà, alors ça c'est pour les annonces, pas très sympathiques, mais bon, c'est comme ça. Voilà, alors j'espère quand même que Hanouka se passe bien pour tout le monde. Pour le moment, on a de l'orage dehors et c'était assez violent tout à l'heure. On espère que tout va bien se passer. Je commence par mon petit résumé habituel pour nous remettre un peu dans le bain. Nous avons vu la dernière fois que les Juifs occidentaux sont peu à peu informés de la situation des Juifs dans les pays arabes et se préoccupent de leur sort. Et ils s'en occupent par différents moyens, par des pressions diplomatiques et surtout par l'Alliance israélite universelle sur laquelle nous serons amenés à revenir de nombreuses fois. Mais cette intervention des communautés juives occidentales provoque immédiatement aussi une réaction hostile dans les 10 pays occidentaux pour 2 bonnes raisons. Un antisémitisme traditionnel et qui est exacerbé par le fait qu'il y a une quarantaine, 50aine d'années, les Juifs de France ont été émancipés. Et évidemment, ça ne convient pas à tout le monde. Bien des gens se révoltent contre cette libéralité. Et donc, l'aide des Juifs occidentaux aux Juifs arabes se passe pas forcément très bien. Et la première expression de cet antisémitisme venant d'Occident est l'affaire de Damas, dont je vous ai donc largement parlé. Ce moine qui a été assassiné, on a dit par un juif, on a réussi à faire avouer un juif, très bien, mais le consul de France à Damas, qui s'appelle Rati Menton, a trouvé que ce n'était pas suffisant et il a incité les moines à dire qu'il ne s'agissait pas d'un simple assassinat, mais d'un meurtre rituel. Et en plus de ça, comme M. Rati Menton ne se satisfait pas, il lance une campagne antisémite extrêmement virulente en France et qui va toucher toute l'Europe. Je m'excuse, j'ai fait une erreur tout à l'heure. La sœur de Daniel, je me suis trompé dans le nom. Il faut que je rectifie, c'est Lily qui me l'a fait passer. Elle s'appelait Martine Bijaoui. Excusez-moi, je me suis trompé et slicha auprès de Daniel Schiff. Je continue mon affaire de Damas. Donc, ce consul français, je précise, c'est quand même intéressant, lance une campagne antisémite en France. Se greffe sur cette affaire, en fait, un grand problème politique. Il y a en Égypte un gouverneur ottoman qui s'appelle Ali Pacha. Il est gouverneur de l'Égypte et de la Syrie, et ce monsieur essaye d'arriver au plus d'autonomie possible par rapport au sultan ottoman. Il dépend évidemment de l'Empire ottoman, mais il cherche à acquérir un maximum d'autonomie. C'est une politique qui est soutenue par les Français et qui est rejetée par les Anglais. Donc vous voyez que derrière l'affaire de Damas, il y a un autre profil qui se dessine, qui est un profil strictement politique. Tout ça, nous l'avons étudié ensemble. Alors, les Juifs interviennent et l'Angleterre surtout intervient auprès du sultan qui édite un firman, un édit, protégeant les Juifs contre toutes les accusations de crimes rituels. Affaire de Damas.
Cette accusation de meurtre rituel était absolument inexistante dans les pays musulmans jusqu'à ce qu'ils aient subi l'influence des minorités chrétiennes et ensuite des chrétiens occidentaux. Il est interdit, de par des différents firmans du sultan ottoman, d'accuser les Juifs de crimes rituels. Mais ça va venir quand même, sous l'influence des chrétiens. Et au XIXe siècle, cette accusation de crimes rituels se répand extrêmement vite et provoque des émeutes populaires dans de très nombreuses villes. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que dans les deux pays musulmans les plus anti-juifs qui soient, l'Iran et le Maroc, je sais bien qu'on a fait aujourd'hui la paix avec le Maroc, mais c'est un autre chapitre, dans ces deux pays particulièrement hostiles aux Juifs, il n'y a jamais eu d'accusation de meurtre rituel. Mais il faut faire le parallèle avec le fait que dans ces deux pays, il n'y a aucune présence chrétienne. Donc, vous voyez que la présence des chrétiens amène immédiatement ce genre d'accusation. Alors, pourquoi pas de chrétiens? L'Iran, c'est très loin, il n'y a jamais eu de chrétiens. Quant au Maroc, les chrétiens ont été expulsés du Maroc par les Almohades au XIIe siècle. Donc, on voit là vraiment un rapport très précis, très intime entre la présence chrétienne et cette accusation de meurtre rituel. Ce qui ne veut pas dire que la situation des Juifs dans les pays d'islam soit toujours très facile. Mais cette accusation précise n'avait jamais été formulée auparavant. Alors, il y a 4 points concernant cette accusation que je vous avais soulignés. La première, c'est que les accusations sont toujours d'origine chrétienne et ensuite sont reprises par la presse du pays. Deuxièmement, des diplomates étrangers, notamment grecs, on n'est pas tellement surpris, ce sont les Grecs orthodoxes et français, ont soutenu ces accusations de crimes rituels. Donc la diplomatie occidentale, en tout cas une partie d'entre elles, est tout à fait responsable de cette situation. Troisième point, les Juifs, en général, ont bénéficié de l'appui du sultan ottoman. Alors, comment se fait-il, mais nous verrons ceci après, comment se fait-il que malgré tout, il y a eu tellement d'exactions? Et le quatrième point, c'est que les Juifs menacés par la population musulmane ont obtenu le soutien de l'Angleterre et plus tard de la Prusse et de l'Autriche. C'est assez intéressant quand on sait ce que deviendront les Anglais après et les Autrichiens. Bien. Alors les Anglais, et ce n'est pas seulement des philosémites, bien que, je vous rappelle ce que nous avait dit Alex Blia, c'était très intéressant, de dire que les Anglais avaient une démarche un petit peu mystique en ce qui concerne les Juifs, en tout cas à l'époque, depuis ça a un petit peu changé, qu'on pourrait rapprocher de la démarche des évangélistes contemporains, et qu'à ce titre-là, ils voulaient défendre les Juifs. Mais ils ne sont pas seulement philosémites. Ils ont un intérêt politique dans l'opération. Ils cherchent par tous les moyens à prendre pied au Moyen-Orient. Alors, le meilleur moyen de prendre pied, c'est d'essayer de protéger une population minoritaire et qui a du mal à se défendre. Donc, ils vont essayer de s'intéresser aux Druzes. Et puis, ce sera un échec. Ils ne seront pas reçus par les Druzes et ça ne marche pas. Et puis, on arrive en 1840 à cette stupéfiante proposition de Lord Shaftesbury qui propose, vous vous rappelez de ça, c'est vraiment un phénomène incroyable, la création d'un foyer national juif en Palestine, proposition qui sera approuvée, on est là 50 ans avant Herzl, proposition qui sera approuvée et par la reine et par le gouvernement anglais, mais catégoriquement rejetée par le sultan ottoman, qui se chamaille déjà avec pas mal de provinces qui ont plus ou moins d'autonomie et qui n'ont pas envie d'avoir encore une nouvelle province autonome sur le dos. Donc, ça tombe à l'eau, mais la proposition date de 1840, c'est tout à fait étonnant. Alors, cela dit, les Anglais soutiennent toutes les initiatives de Sir Montefiore, et ce qui est curieux, c'est que même le tsar, qui a une politique extrêmement anti-juive en Russie, soutient les Juifs au Moyen-Orient, alors qu'il n'aide absolument pas les Juifs russes. Voilà.
On continue, 1850. 1850, c'est le développement de la presse. Et les Juifs occidentaux sont de mieux en mieux informés de la situation des Juifs dans les pays arabes. Et ce qui amènera en 1860 la création de l'Alliance israélite universelle. Alors, l'Alliance israélite universelle, c'est un chapitre énorme et on va y consacrer, je pense, au moins 2 cours. Ce ne sera pas ce soir, mais parce qu'on va y revenir constamment dans l'histoire des Juifs des pays arabes. L'Alliance israélite a eu une influence considérable sur le devenir et sur l'amélioration du sort des Juifs des pays arabes. Les archives de l'Alliance israélite universelle nous montrent que de la fin du 18e à la fin du 19e, et après il y aura une résurgence plus tard, mais ce sera vers le milieu du 20e, ça vous savez bien pourquoi, sera la période la plus sombre du judaïsme arabe. Et à ce sujet-là, je vous avais lu plusieurs lettres décrivant la situation. Il y a des témoignages de chrétiens, le témoignage de Julia Pardo, du vice-consul britannique à Mossoul. Et à ce sujet-là, je ne peux pas résister à l'envie, dans le cadre du résumé, on reviendra sur l'Alliance israélite évidemment, mais il faut que je vous lise une lettre que m'a envoyée notre ami Maryse Choukroun, dont le grand-père a dirigé des écoles de l'Alliance israélite universelle de l'âge de 21 ans jusqu'à l'âge de 90 ans, parce qu'il se sentait une mission de former cette jeunesse et de l'aider à accéder à quelque chose. Et donc, il arrive dans une de ces écoles au début, et voilà ce que nous dit cette lettre que je vous lis avec l'autorisation de Maryse, qui a plein de documents sur son grand-père. Voilà, j'ai côtoyé dans ma vie bien des misères. Alors, il est directeur de l'école de l'Alliance israélite à Andrinople en 1890. J'ai côtoyé dans ma vie bien des misères, bien des détresses, bien des abjections. Je n'en ai jamais rencontré d'aussi révoltantes et d'aussi profondément poignantes. Les bâtisses sont délabrées, en ruine. Une odeur infecte et nauséabonde vous prend à la gorge dès que vous pénétrez dans ce qui tient lieu de classe. L'air et les odeurs y sont irrespirables. Les carreaux cassés sont remplacés par des planches cloutées à la hâte, les planchers tout craquelés. Les murs et le plafond laissent apparaître des trous par lesquels vent et pluie s'engouffrent allègrement. La moisissure s'étend partout comme une lèpre. Et au milieu de cet amas de décombres, parmi ces ruines, grouille et piaille, braille et criaille une population de 900 élèves, 900, d'une saleté repoussante, morveux, pouilleux, dépenaillés, couverts de guenilles et de loques, sans nom, pleins de vermine, et plongés jusqu'au cou dans la crasse, s'y vautrant même, en faisant leur joie, leur délice et leur félicité, aspirant à pleines narines la poussière qui s'élève des classes. Une grande partie de ces enfants seront 20 ans plus tard des médecins ou des ingénieurs. Voilà, c'est terrible comme lettre, c'est terrible comme description. Et le grand-père de Maryse était un juif qui venait d'Algérie, je crois, qui est donc proche de cette population juive séfarade et qui est atterré de voir leur situation. Voilà. Mais nous reviendrons largement sur ces épisodes parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Je m'excuse une seconde, Lily. On peut mettre en plein écran, là? Je ne sais pas. Ouais. Donc, 1860, création de l'Alliance israélite universelle. Et en Iran, pendant ce temps, alors que je vous raconte là des choses vraiment pas très sympathiques, la situation est encore beaucoup plus catastrophique. Là-bas, les Juifs sont pauvres, ils sont humiliés, mais en plus, ils sont considérés au regard de la tradition chiite comme impurs. Et cette impureté les oblige à, par exemple, à leur interdire de sortir dans la rue quand il pleut, parce qu'avec leurs pieds, ils pourraient rendre impure l'eau que foulent les musulmans.
c'est-à-dire c'est vraiment des gens totalement marginalisés, totalement mis à l'écart de la société. Et ça amènera évidemment des conséquences. Ils seront expulsés, ils seront pogromisés et ils seront massacrés. Ça, c'est pour l'Iran. Le même scénario se produit fin du XVIIIe siècle dans certaines parties de l'Empire ottoman et au Maroc. Par exemple, au Maroc, il y a l'expulsion des Juifs de Djeddah et un massacre très important à Tétouan, mais on reviendra bien en détail sur toutes ces choses-là. 1839, c'est la conversion de force des Juifs de Meshed en Iran, dont une partie va s'enfuir en Asie centrale, en Afghanistan et à Bukhara. 1840, je vous l'ai raconté en long et en large, c'est l'affaire de Damas, mais qui provoque également des émeutes contre les Juifs au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Libye et globalement au Proche-Orient. Voilà, nous en étions là. Et vous allez me dire, je ne comprends pas que vous permettez, je cherche quand même à me mettre en plein écran. Je ne vois pas comment que ça marche, cette affaire-là. Affichage intervenant, voilà. Bon, ça ne donne rien du tout. Bon, écoutez, je n'arrive pas à faire mieux que ça. Bon, alors on continue. Vous allez me dire, le sultan ottoman promeut des firman, des protections pour les Juifs, et puis je vous raconte que les Juifs se font agresser partout. Parce que l'Empire ottoman est immense, des décisions politiques sont prises au niveau du centre à Istanbul, et pour autant, elles ne sont pas forcément appliquées dans les provinces éloignées. Les provinces éloignées sont sous la juridiction de cadis ou de petits sultans locaux ou de chefs locaux ou de gouverneurs qui ont une relative autonomie et qui par conséquent font un peu ce qu'ils veulent en fonction aussi d'une situation locale. Donc les instructions du centre d'Istanbul ne sont pas forcément appliquées et nous allons en voir de nombreux exemples. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs Ali Pacha, le cadi d'Égypte, va être éliminé de sa fonction parce qu'il a échappé complètement à la tutelle d'Istanbul. À un bon moment, ça suffit, le sultan se réveille, il dit maintenant terminé, et on le fiche à la porte. Bien. Alors, le sultan Mehmed II, qui a régné à Istanbul, va entreprendre un certain nombre de réformes pour centraliser l'Empire ottoman. Ces réformes sont entreprises au XIXe et amènent à une centralisation du pouvoir politique, donc une mainmise plus forte de la capitale sur toutes les régions de l'Empire et une domination ottomane plus efficace, moins souple et moins laxiste. Des féodalités locales sont démantelées. Par exemple, en 1835, en Tripolitaine et en Cyrénaïque, les régions qu'on appelle aujourd'hui la Libye, où des petites féodalités sous domination, sous autorité ottomane, mais complètement libres, vont être démantelées et la Libye passera sérieusement sous l'autorité ottomane. Et jusqu'à la chute de l'Empire ottoman en 1925, les gouvernements turcs vont s'efforcer par tous les moyens de protéger les Juifs contre l'hostilité de la population musulmane. C'est toujours un petit peu la même histoire. Vous avez d'un côté un encadrement politique plus ouvert, pas toujours, mais plus ouvert en règle générale, et qui essaye de progresser, qui se heurte au blocage de la rue. On vient de signer des accords avec le Maroc. Le Maroc, il y a plein de manifestations aujourd'hui contre ces accords. Ça, c'est la rue. Et on ne sait pas quel sera l'impact de cette rue
sur ces accords. Donc, il faut être prudent. Nous sommes très heureux de cette normalisation avec le Maroc, en espérant que ça dure, comme disait la maman de Napoléon, et en espérant surtout que ça se développe dans le bon sens. Rien n'est garanti là-dedans, mais évidemment, on ne peut que se réjouir de ces progrès. Alors, les gouvernements turcs protègent les Juifs déjà parce que, étant dhimmi, ils payent une jizya, ils payent un impôt, mais en contrepartie, l'autorité a l'obligation de les protéger. C'est quand même important. On respecte cette parole, grosso modo. Mais la bonne volonté est là, mais la puissance politique de cette centralité d'Istanbul n'est pas tellement présente. Et d'un autre côté, il n'y a pas que l'hostilité des populations musulmanes, mais il y a également toutes sortes de manœuvres de minorités rivales des Juifs, et notamment les chrétiens. Là, on est dans une concurrence du travail, concurrence des affaires, concurrence de l'artisanat. Les échecs de la protection des sultans sur les Juifs sont donc dus pas à leur mauvaise volonté, pas du tout, mais à une vraie faiblesse politique. Alors pour autant, ces réformes améliorent quand même les conditions des Juifs au Moyen-Orient, conditions qui s'étaient dégradées pour plusieurs raisons. Alors, elles vont s'améliorer, ces conditions, notamment grâce à l'intervention de l'Alliance israélite. Les raisons du déclin de cette communauté auparavant sont, d'une part, une baisse numérique, déjà, moins d'enfants, parce que les temps sont difficiles et que donc la tendance n'est pas à avoir beaucoup d'enfants, essayer de l'éviter. Surtout, une baisse du niveau de l'enseignement jusqu'à l'arrivée de l'Alliance, une perte par conséquent de qualifications professionnelles, donc un certain nombre de métiers nous sont fermés. D'autre part, on se fait évincer d'un certain nombre de domaines économiques par l'influence des chrétiens qui, eux, s'appuient sur une diaspora chrétienne. Je ne sais pas si on peut parler de diaspora. La diaspora, c'est plutôt les chrétiens des pays arabes, mais disons sur un arrière-ban chrétien en Europe occidentale qui soutient les communautés chrétiennes des pays arabes. Et donc, les Juifs sont évincés d'un certain nombre de domaines traditionnels qui étaient les leurs et remplacés par des chrétiens qui ont des techniques plus modernes, qui sont mieux informés et qui surtout s'appuient sur cet arrière-ban chrétien occidental. Se rajoute là-dessus le déclin du monde musulman lui-même et son changement d'attitude à l'égard des minorités. Parce qu'au fur et à mesure que l'islam politique décline, l'agressivité des pays musulmans va se faire jour de plus en plus violemment. Au tournant du 19e siècle, donc tout à la fin des années 1700, devant le progrès et le développement de l'Europe, les musulmans commencent à mesurer leur faiblesse, et à différents niveaux. Par exemple, déjà, les Russes, on n'est pas en Europe occidentale là, les Russes conquièrent les contrées musulmanes qui sont tout autour de la mer Noire et en Transcaucasie, et avancent vers d'anciennes cités islamiques musulmanes d'Asie centrale. C'est Boukhara, c'est toutes ces régions-là qui progressivement vont tomber sous le joug de la Russie, au moins sous l'influence russe, et les musulmans se trouvent évincés. 1798, donc toute la fin du XVIIIe siècle, les Français s'emparent de l'Égypte. Ils vont la quitter assez rapidement, non pas à cause des musulmans, à cause des Arabes habitant en Égypte, mais à cause des Anglais qui finiront par les évincer d'Égypte. 1830, les Français envahissent l'Algérie. 1839, les Anglais se retrouvent à Aden, Yémen. C'est le début d'un très long développement qui va mener l'Angleterre, la France et la Russie au cœur du monde musulman. C'est le début des colonisations, donc, et il n'y a pas que les Anglais, les Français et les Russes, viendront ensuite les Allemands, viendront aussi les Espagnols, les Portugais. De surcroît, les Russes et les Français trouvent sur place, dans ces pays
ils ne sont pas totalement conquis, mais ils rentrent dans le giron sous l'influence. Les conquêtes seront ultérieures. Mais sur place, Juifs et Français retrouvent l'appui de communautés chrétiennes catholiques, tout prêtes à les aider dans leur domination sur les populations musulmanes. Donc, il y a une espèce de cinquième colonne, si vous voulez, dans les terres musulmanes. Georges, Oui, est-ce que tu peux baisser un peu ta caméra? Parce que les gens voudraient te mais voir. moi, je ne me vois complètement. pas à l'écran, c'est pour ça que je ne sais pas comment faire. Ah, j'ai compris. Baisser d'air. Non? J'arrive pas à mettre en Voilà, plein. parfait. Merci beaucoup, Georges. On peut reprendre. Toda Rabba. Qui te met en plein écran? Tu peux pas me mettre en plein écran, moi, j'y arrive pas là. Non, je peux pas le faire. Je peux pas le gérer. C'est que toi qui peux le faire. Ben, je sais pas comment. Bon, c'est pas grave. Ça va comme ça? Bien, alors, les musulmans, les arabes, ont une réaction tout à fait caractéristique. Ils sont amers et ils sont en colère. Évidemment, c'est jamais leur faute. Ça, c'est quelque chose de récurrent que nous retrouvons aussi aujourd'hui. C'est pas leur faute, leur problème, c'est la faute des autres. Ils sont vraiment en colère contre ce renversement des rôles, et notamment parce que ce renversement de l'autorité sur leur pays est en train de détruire un principe de base de fonctionnement de leur société, c'est le statut du dhimmi. Là, c'est grave. On est en train d'attenter aux bases, aux structures de base de la société en islam. Et donc, ils sont très, très fâchés, ils ne sont pas contents du tout. Tous les principes de la dhimma vont sauter les uns après les autres, et notamment, évidemment, le paiement d'impôts. Ce sera un petit peu plus tard, ça. Alors, les progrès de cette pénétration française, russe et anglaise, ensuite allemande au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, et les nombreux dhimmis, parce qu'il n'y a pas que les juifs, il y a les chrétiens, il y a les zoroastriens, ah ben voilà, ça c'est mieux. Il y a les chrétiens, il y a les zoroastriens, il y a les mazdéens, il y a tout un tas de minorités dans ces pays d'islam qui redressent un petit peu le buste et qui voient qu'ils vont arriver à une meilleure vie dans ces terres. Et donc, ces dhimmis, c'est tout leur intérêt de collaborer avec les envahisseurs. Et forcément, leur collaboration aggrave le ressentiment des musulmans contre les infidèles. Le monde musulman est affaibli, il perd confiance en lui-même et au fur et à mesure de cette perte de confiance, il deviendra de plus en plus intolérant. De plus, culot suprême, les infidèles posent des revendications. C'est inimaginable. Des revendications qui parfois sont contradictoires. Par exemple, ils demandent l'égalité de statut, donc l'égalité de citoyens, et l'indépendance nationale du pays où ils habitent, mais en même temps que cette indépendance nationale, ils demandent une protection étrangère. Ah, ce n'est pas tout à fait compatible, et c'est surtout à l'encontre de toutes les idées de nos amis musulmans. Et donc, voilà la situation. Le soupçon, petit à petit, remplace la tolérance, et surtout, la crainte et la jalousie remplacent le mépris. On pouvait mépriser le juif, on ne peut plus. On le craint maintenant et on le jalouse. Pas que le juif d'ailleurs, également le chrétien. Mais les musulmans sont parfaitement conscients que leur principal ennemi, ce qui fait barrage à leur développement, ce sont essentiellement les chrétiens. Pour la bonne raison que, d'abord, le chrétien est volontiers complice des ennemis de l'islam, d'une part, et surtout, ils sont très nombreux. En ce qui concerne les Juifs, dès le milieu du XIXe siècle, les Juifs vont bénéficier des fruits du colonialisme, notamment par l'enseignement. C'est toute l'histoire de l'Alliance israélite, je ne m'étends pas maintenant. Ils sont plus instruits, ils se mettent au service aussi des intérêts politiques et économiques des puissances étrangères, c'est leur intérêt pour échapper à ce statut de dhimmi, mais clairement, ils ne sont pas les plus coupables aux yeux des musulmans. Pour autant, ils deviennent la victime toute désignée de la rancune des musulmans.
En effet, les chrétiens sont beaucoup plus nombreux que les juifs, beaucoup plus pernicieux au système musulman que les juifs, mais ils s'appuient sur un arrière-ban puissant et nombreux. Ils sont bien mieux protégés que les juifs, qui, eux, sont peu nombreux, ont une protection assez faible, celle du firman du sultan ottoman, et un petit peu les Anglais, mais c'est aléatoire, ce n'est pas quelque chose de massif et de régulier. Et c'est une protection intermittente de certains pays occidentaux. Et il est logique que le grand courage des musulmans les porte à attaquer les plus faibles, dont ils savent qu'ils n'ont aucun risque de représailles. Voilà. C'est le traditionnel courage des Arabes. Excusez-moi, je suis un peu fâché contre eux. Et donc, on s'en prend aux Juifs. Et on s'en prend d'une façon terrible. Nous verrons ça beaucoup plus en détail plus tard. Alors, il n'y a pas que les musulmans qui s'en prennent aux Juifs, mais aussi les chrétiens. Même histoire que tout à l'heure, en vertu de leur pouvoir, leur nombre et de la protection dont ils bénéficient, ils s'en prennent également aux Juifs. Et à partir de 1860, on assiste à une montée inquiétante de l'antisémitisme chrétien dans sa version européenne. C'est-à-dire que les chrétiens, les Grecs arabophones, mais byzantins, et les chrétiens arabophones intègrent dans leur discours tout le discours antisémite du christianisme européen, et notamment la fameuse affaire de meurtre rituel, mais pas seulement. Et ils vont diffuser cette idée dans l'ensemble de l'Empire ottoman. Et pourquoi est-ce que ça fonctionne? Pour deux raisons. Premièrement, ces milieux chrétiens sont extrêmement perméables aux influences européennes. Ils sont en relation permanente d'éducation, de commerce, de liens familiaux, etc. Donc, parfaitement ouverts à ces influences européennes. Et d'un autre côté, il y a un renouveau économique aussi petit, mais qui existe, par le développement de l'éducation des Juifs, donc un renouveau de la communauté juive ottomane, qui, grâce à l'amélioration de son éducation, représente tout à coup une véritable concurrence pour le commerce et pour l'artisanat chrétien. Et donc, on voit s'opposer des commerçants, des négociants et des artisans chrétiens à une concurrence qu'ils avaient jusque-là perçue comme négligeable et qui, grâce à l'éducation dont bénéficient les Juifs, va se révéler beaucoup plus importante. Et les campagnes anti-juives lancées par ces minorités chrétiennes s'accompagnent toujours d'attaques contre les Juifs et d'appels au boycott. Ce n'est pas nouveau le boycott, vous voyez. Ce qui est intéressant, c'est que les musulmans sont assez peu intéressés à ces violences, et notamment les autorités essayent par tous les moyens de protéger les Juifs. Alors, encore une fois, la Turquie, ce n'est pas tout l'Empire ottoman. La Turquie, c'est une chose, elle est beaucoup plus évoluée, beaucoup plus avancée que le reste de l'Empire ottoman. Le reste, il y a des réactions extrêmement primaires, très frustes dans certains pays, comme le Maroc notamment, ou l'Algérie, mais surtout le Maroc. Et donc, les instructions du centre, de la capitale, ne parviennent pas bien. Les autorités essayent de protéger les Juifs, font ce qu'ils peuvent, jusqu'à la fin de l'Empire ottoman, en tout cas. Ce qui est assez curieux, quelle que soit la situation, les Juifs menacés en Russie, en Roumanie ou dans les Balkans viendront se réfugier dans l'Empire ottoman jusqu'en 1925. Donc, malgré toute cette situation, pas facile du tout, l'Empire ottoman, en tout cas au moins la Turquie, représente un havre de sécurité relatif pour les Juifs bien plus pourchassés dans les terres chrétiennes de Russie ou de Roumanie. Et c'est comme ça que, à Istanbul notamment, et dans les autres grandes villes de Turquie, Andrinople, etc., les musulmans comprennent peu à peu qu'en vérité, les Juifs ne sont pas tant leurs ennemis que leurs compagnons d'infortune.
le monde musulman régresse sous les coups de boutoir des pays européens colonisateurs. Je le dis sans aucune connotation péjorative. D'ailleurs, à ce sujet-là, c'est un peu hors sujet, mais quand même, il y a des choses qui passent très très mal. Il est certain que la colonisation, il y a long, on peut discuter beaucoup là-dessus, a eu du bon et du mauvais. Il y a eu des choses pas jolies qui se sont passées. D'un autre côté, les pays colonisateurs ont apporté une certaine civilisation dans les pays qu'ils ont envahis. On peut discuter du bien fondé, du mal fondé, toutes les discussions sont ouvertes. Mais quand j'entends le président Macron, c'est un lapsus révélateur, le président Macron dire que la colonisation de l'Algérie est un crime contre l'humanité, franchement, je m'énerve beaucoup parce qu'un crime contre l'humanité, ce n'est pas ce qui s'est passé en Algérie. Il y a eu des exactions, c'est certain, il y a des choses pas belles, il y a eu aussi des choses très bien qui ont été faites. L'Algérie a été tirée de sa situation. Parler de crime contre l'humanité est proprement scandaleux, c'est dénaturer le sens des mots. Voilà, je ferme ma parenthèse, j'ai dit ce que j'avais à dire. On peut ne pas être d'accord d'ailleurs. Alors, dans l'ensemble, en Turquie, je précise bien en Turquie, donc le centre de l'Empire ottoman, la population, les autorités, pas du tout, et la population n'est pas excessivement hostile aux Juifs. Par contre, dans les provinces arabes de l'Empire, encore une fois, alors là aussi, les Turcs, ce sont des Turcs, ce ne sont pas des Arabes. C'est une autre ethnie. Comme les Iraniens sont des Perses, ce ne sont pas des Arabes, ce sont des musulmans, mais ce sont des Perses. Les Turcs sont Turcs musulmans, et alors il y a les Arabes qui sont musulmans aussi. Dans les pays musulmans, arabes, musulmans, qui font partie de l'Empire ottoman, la situation n'est pas du tout la même, pour la raison que je vous ai expliquée tout à l'heure. Les instructions sont émises à Istanbul pour n'être pas appliquées dans la province profonde, parce que ça met du temps à arriver, et il y a des potentats locaux qui assoient leur autorité et assoient aussi leur fortune sur le dos de l'Empire. Il ne faut pas rêver. Ils prélèvent des impôts qui ne vont pas aller à Istanbul, etc. Il y a beaucoup de corruption déjà à l'époque, mais c'est une autre histoire, c'est l'histoire de l'Empire ottoman, ce n'est pas notre affaire. Donc, dans ces provinces arabes, les populations sont plus frustes et ça nous amène à une agitation anti-juive qui augmente en permanence, et notamment au Maghreb, qui n'a pas de communauté chrétienne autochtone. Les Juifs apparaissent aux pays colonisateurs comme particulièrement utiles parce que c'est la seule population en situation de dimitude qui peut aider les conquérants. Et donc, on va s'appuyer notamment sur les Juifs pour essayer de s'implanter mieux dans ces pays de conquête, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, etc. Et du coup, ces communautés juives apparaissent d'autant plus haïssables aux yeux des Arabes locaux. C'est logique, c'est tout à fait cohérent. Et puis, ces communautés juives arabes, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, les communautés juives des pays arabes, les communautés juives arabes ont deux handicaps. D'abord, elles ont un statut de minorité non protégée, donc très vulnérable. Et deuxièmement, là aussi, elles manquent cruellement d'instruction et du coup, ils sont très peu compétitifs sur le marché du travail. La description que je vous ai donnée tout à l'heure du grand-père de Marie Choukroun, je peux retrouver une dizaine de descriptions du même style, notamment dans le sud marocain. C'est encore pire que ce que je vous ai lu tout à l'heure. Le professeur Fenton a sorti un livre où il y a énormément de lettres, de témoignages de la situation des communautés juives des pays arabes. C'est absolument épouvantable dans quel état elles étaient, et que l'Alliance israélite, avec tout ce qu'on peut discuter sur elle, leur a quand même apporté comme progrès. Donc, il manque d'instruction et ils ne trouvent pas leur place sur le marché du travail. Et là intervient effectivement l'Alliance israélite qui va porter ses efforts dans deux directions. Premièrement, améliorer le statut juridique des Juifs avec de meilleures lois et surtout des lois qui soient appliquées. Donc, amener une protection juridique sur ces minorités juives en terre d'islam.
Et un des moyens utilisés pour arriver à ce résultat est de faire le plus de publicité possible à la situation inqualifiable et au sort des Juifs dans les pays arabes. Et ça ne fonctionne pas si mal que ça, cette affaire-là. Jusqu'à présent, toutes les persécutions, même à grande échelle, étaient pratiquement ignorées en pays occidentaux et passaient pratiquement inaperçues. Mais voilà qu'à la fin du 19e, un peu avant déjà, apparaît une machine extraordinaire, le télégraphe. Ah, le télégraphe va changer la face du monde, comme Internet aujourd'hui change la face du monde. Avec le télégraphe, on est informé dans l'heure de ce qui se passe au fin fond de l'Algérie. Et on informe évidemment les communautés. Puis il y a autre chose, la presse se développe et s'empare de ces sujets et en parle. Et puis il y a une troisième chose, c'est un immense réseau, pas encore immense, mais qui se développe vite, d'informateurs de l'Alliance israélite qui vont à droite, à gauche visiter les communautés et qui rapportent des rapports sur l'état de ces communautés. Et donc, on fait connaître immédiatement les cas de mauvais traitement au grand public en Europe occidentale. Alors, c'est une situation extrêmement dangereuse pour les pays musulmans, d'autant plus qu'ils sont souvent au bord de la faillite et sont à la recherche de capitaux pour se financer. Ah, là, ça devient intéressant. On rentre un peu dans le système trumpiste. Si tu veux des sous, tu te tiens bien. C'est à peu près ça. Et effectivement, s'ils veulent obtenir des prêts des financiers occidentaux, il faut évidemment que la tension baisse dans leur pays. Ils sont désespérément en recherche de prêts et ce moyen de pression sera de plus en plus utilisé par les organisations juives et par les gouvernements européens à partir de 1840. Bien. Alors en même temps, en parallèle, tous les pays arabes, beaucoup en tout cas, ouvrent des ambassades dans les capitales européennes. Évidemment, quand on ouvre une ambassade, il y a des visites de rois, de monarques, de sultans, de bey, de cadis, de tout ce que vous voulez. Et à l'occasion de ces visites, eh ben, on essaye de faire remonter de l'information auprès de ces chefs d'État ou chefs par délégation. L'Empire ottoman est en train de se déliter petit à petit, mais tout n'est pas détruit du jour au lendemain. Il y a des potentats locaux qui ont une reconnaissance internationale. C'est un processus progressif, mais de plus en plus important et qui amènera non pas à l'indépendance, puisqu'ils sont sous la tutelle de pays européens, mais en tout cas l'éclatement à la fin de l'Empire ottoman. Et par exemple, on a droit à 3 visites du Shah d'Iran en France, qui est reçu et qui accepte de recevoir des pétitions d'organisations juives. L'ennui, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'effets. Et la condition des Juifs d'Iran, notamment, qui est dramatique, je vous l'ai dit tout à l'heure, perdurera jusqu'à la chute de la dynastie Kadjar en 1925. Dynastie Kadjar, on en a parlé la dernière fois, et lors de sa chute arrivera la dynastie Pahlavi, le Shah d'Iran que vous connaissiez tous, et là, la situation des Juifs va considérablement changer. Alors, le meilleur moyen de faire pression sur les autorités musulmanes sont encore les canaux officiels des grandes puissances. Et là, c'est l'intervention la plus efficace. Vous avez un ambassadeur, vous avez un consul qui est sur place, qui est au courant de ce qui se passe. Il va frapper à la porte du patron et lui dire « ça ne va pas, tu ne peux pas continuer comme ça, je vous préviens, sinon on coupe les fonds, on coupe les crédits, on coupe ceci, cela ». Et c'est encore le moyen le plus efficace. L'installation des Français en Afrique du Nord et des Anglais en Arabie méridionale et orientale, ainsi qu'en Égypte, les rendent par ailleurs directement responsables de la situation des minorités dans les pays sous autorité anglaise ou française. Les populations autochtones juives et non juives dépendent maintenant directement, en tout cas leur sécurité, de la présence de ces puissances coloniales. Et évidemment, les grands bénéficiaires de ces mesures seront les Juifs et les chrétiens, les minorités de ces pays, qui seront les grands gagnants dans ces changements politiques.
même le régime anti-juif des tsars en Asie centrale, à un moment donné, et Dieu sait que le tsar n'était pas tendre, valait mieux que la poigne de fer des émirs destitués par les tsars en Asie centrale. Donc Boukhara, Samarcande, etc., avaient des émirs extrêmement anti-juifs, extrêmement violents. Et l'arrivée des Russes avec le tsar, qui est pourtant pas un enfant de cœur, a signifié pour ces populations une libération. Regardez comme les choses évoluent. Il y a eu un temps, on se réfugiait des pays chrétiens dans les pays musulmans pour se protéger. Ce sera le cas pour la Turquie jusqu'en 1925. Et puis maintenant, on voit les situations qui s'inversent. On va se réfugier en terre chrétienne, plus ou moins. C'est un peu compliqué. Il y a des mouvements de population importants selon des situations momentanées. Autant vous dire que prendre racine pour un juif qui subit ce genre de pression est extrêmement difficile. Et de fait, on voit des progrès dans un certain nombre de pays, à Aden, en Égypte, en Irak, en Algérie, en Tunisie, au Maroc, au Libye. Les régimes coloniaux anglais, français et italiens ouvrent une ère de progrès et de prospérité économique pour les Juifs. Il s'agit là, on parle là au niveau des autorités. Les autorités européennes imposent. Et c'est une ère sur le papier qui s'améliore pour les Juifs. On va voir que ça ne va pas être tout à fait comme ça, parce qu'entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, il y a une marge. Et ce qui compte quand on prend des belles décisions pour se défendre, nous le voyons de façon contemporaine, mais je m'arrête là, les mots ne suffisent pas, il faut des actes. Et les actes ne vont pas toujours suivre dans ces pays. À terme, en fait, toute cette amélioration théorique pour les populations et les communautés juives de ces pays représenteront une hypothèque sur leur avenir dans ces pays. Et en fait, vous le savez très bien, milieu du XXe siècle, ce sera une fuite éperdue des Juifs des pays musulmans, notamment avec l'avènement d'Eretz Israël, mais c'est une autre histoire dont nous parlerons beaucoup plus tard. Restent deux pays souverains qui ne sont pas sous la tutelle des Européens. Alors, d'une part, l'Iran, qui reste autonome, et d'autre part, l'Empire ottoman avec beaucoup de réserves, en tout cas pour le moins la Turquie. La Turquie n'est pas sous domination d'une colonie européenne. Les autres pays de l'Empire ottoman on est dans des luttes d'influence. Mais la Turquie, elle est indépendante. Et elle est menacée, évidemment, cette indépendance de ces pays, mais elle leur permet, en tout cas jusqu'au début du XXe siècle, de mener leur propre politique intérieure et extérieure. Et dans ces deux pays, il se trouve qu'il y a des communautés très importantes, que ce soit en Iran ou en Turquie, et des communautés qui sont très anciennes. Alors, concernant les Juifs ottomans du XIXe siècle, les historiens se sont beaucoup intéressés à des petits événements décisifs dans l'avenir de ces communautés. Ça, nous le verrons quand on étudiera à fond la Turquie. En ce qui concerne l'Iran, on n'a pas beaucoup d'informations. On sait très peu de choses. Nous l'avons déjà vu sur l'Iran, il y a peu de choses parce que le pays est loin, il est assez fermé et par conséquent, on a peu de relations en dehors de quelques voyageurs. Mais en Turquie, il se passe des choses importantes. Et notamment, en 1826, le sultan Mehmed II, ses dates, c'est 1808-1839, donc un règne d'une trentaine d'années. En 30 ans, on peut faire beaucoup de choses. Mehmed II dissout l'ordre des janissaires. On a beaucoup parlé déjà des janissaires. Or, ces janissaires représentaient d'un côté le plus solide rempart pour le pouvoir, mais d'un autre côté, ils sont extrêmement réactionnaires et représentent aussi une opposition au pouvoir. Et Mehmed II décide de dissoudre l'ordre la compagnie des janissaires et qui faisait obstacle à toutes les réformes qu'il envisageait. Et il crée une armée turque calquée sur le modèle européen, sur le système des armées européennes. Et cette armée est vraiment dévouée à sa personne et à sa politique. Alors,
évidemment, d'un côté, les Juifs auraient dû être contents de la disparition des janissaires, qui sont quand même un groupe très réactionnaire, qui sont des musulmans très intégristes, mais ce n'est pas le cas, parce que, alors, ce sont des opposants à la modernisation de la religion aussi, mais c'est tout l'inverse qui se passe, parce que, pour les raisons que je vous avais racontées, malgré les difficultés qu'ils créent, il y avait de très anciennes et de très solides relations entre les janissaires et les juifs qui pourvoyaient à toute l'intendance des janissaires. Et donc, vous avez des familles, des dynasties, des petites dynasties juives qui se sont considérablement enrichies en étant au service des janissaires et qui, évidemment, perdent tout, perdent toute leur prospérité. Alors, la destruction de cette garde, c'est un coup sévère pour ces familles, pour leurs intérêts. Par contre, d'un autre côté, les Arméniens, qui sont des marchands, qui sont des armateurs, qui sont des artisans et des financiers, prennent part de plus en plus à une part de plus en plus importante dans la vie du pays et représentent une vraie concurrence aux Juifs. Alors, on dit qu'un Arménien vaut deux Juifs. C'est un vieux proverbe. Les Arméniens sont de bons commerçants, des gens intelligents, et donc on en a une vraie concurrence qui s'instaure, une concurrence commerciale évidemment qui se concrétise sur le plan religieux. Alors, ces Arméniens empiètent de plus en plus sur des domaines économiques qui étaient chasse gardée pour les Juifs, et le dernier bastion, c'était justement l'intendance des janissaires. Et ce dernier bastion tombe, disparaît, et leur disparition signe la ruine de leurs intendants et le champ libre aux Arméniens. Alors, les réformes de Mehmet II pour centraliser, organiser et rationaliser son administration, organiser, centraliser, donc affirmer son autorité et rationaliser son administration, auront des conséquences sur les communautés juives, chrétiennes et arméniennes, qui ont elles aussi des structures hiérarchisées avec un chef pour la communauté, pour tout l'empire, et qui soit reconnu par le sultan. Le système. Tous les Arméniens se reconnaissent dans un dirigeant spirituel agréé par le sultan. Tous les chrétiens aussi. Et tous les juifs, non. Évidemment, les juifs font toujours un peu bande à part, parce que les juifs, on leur a proposé le système du Chacham Bashi, on en a parlé, il y en a eu 2 qui ont été nommés, ensuite le système s'est effondré, parce qu'entre juifs, on ne s'entend pas. Et depuis le XVIe siècle, il n'y a plus de Chacham Bashi. Et pendant toutes ces périodes-là, 16e, 17e, 18e siècle, n'importe quel juif qui a un peu de surface financière, qui a un peu de poids financier, s'arrogeait le droit ou l'autorité de représenter la communauté auprès des autorités ottomanes, mais ceci de temps à autre, épisodiquement, selon qu'il y avait quelqu'un disponible ou prêt à le faire ou non. C'est clairement pas un système. Et le sultan Mehmet II n'est pas d'accord avec ce système et il le fait savoir, c'est l'anarchie, c'est inadmissible et en plus c'est dangereux pour la communauté juive qui est isolée et menacée. Alors, en 1835, il édite un firman, un ordre, qui renouvelle la fonction de Chacham Bashi, donc de grand rabbin de France, de grand rabbin de l'Empire ottoman, c'est à peu près ça, la fonction, et les Juifs doivent se choisir et soumettre à l'approbation du sultan une personne qui les représentera. Vous voyez ça un petit peu, des Juifs étalés depuis Istanbul jusqu'en Algérie, choisir un Chacham Bashi pour tout le monde? Ça va être simple, ça encore. Alors, il y a évidemment une controverse qui naît immédiatement entre les anciens et les modernes, parce que nous sommes au XIXe siècle, qu'il y a des mouvements intellectuels qui se développent un peu partout, qui n'atteignent pas les Juifs ottomans, mais ils sont dans l'air du temps, et on va voir comment ils vont petit à petit pénétrer cette communauté. Alors, tout le XIXe siècle,
l'Empire ottoman lui-même est le théâtre de combat entre la modernisation, c'est-à-dire en fait l'occidentalisation du mode de vie, et ceux qui voient une menace pour la religion et les valeurs traditionnelles. Ça, c'est une bagarre, une controverse qui est extrêmement active chez les chrétiens, chez les arméniens et chez les musulmans. Mais ça ne touche pas les juifs. Nous, on est au-dessus de ça. On est un peu spéciaux. Et pourtant, ces clivages vont toucher les communautés non musulmanes, nous l'avons vu là, les chrétiens notamment et les arméniens, et partout, systématiquement, les réformateurs l'emportent. D'ailleurs, l'Empire ottoman va fournir, c'est intéressant, c'est une parenthèse, au début de l'Alliance israélite, la majorité des maîtres venaient d'Europe occidentale et notamment d'Alsace. Alors vous voyez un petit juif alsacien habitué à son kugel et à son charlotte débarquer au fin fond d'un village au Maroc, il est projeté dans un autre monde, il ne comprend pas. Et très rapidement, l'Alliance israélite va s'adresser aux juifs de l'Empire ottoman, notamment aux Turcs, pour venir enseigner aux enfants juifs des pays arabes. Pourquoi? Parce qu'ils sont à mi-chemin entre l'Europe occidentale moderniste, si vous voulez, et les pays arabes musulmans très en retard. Et deux choses. D'abord, ils sont à mi-chemin parce que l'Empire ottoman, et notamment la Turquie, s'est modernisé avec les réformes de Mehmet. Et deuxièmement, ils sont plus utiles parce qu'ils parlent un langage arabo-judéo-arabe qui peut être compris par les populations du Maroc ou d'Algérie, et donc ils ont un contact plus facile avec les enfants et avec les familles. Donc on a cette Turquie au plan du progrès, de l'avancée vers les idéaux modernes, qui se situe à mi-chemin entre les pays arabes terriblement retardataires et l'Europe occidentale qui évidemment est en pointe dans les Lumières. Donc voilà, il y a un combat entre les modernistes et les réformistes, et ce clivage touche également les communautés non musulmanes. Partout, les réformateurs vont l'emporter, en tout cas pour un certain temps. Les Grecs, les Arméniens, les chrétiens arabes entameront d'importantes réformes dans leur organisation. Mais chez les Juifs, c'est l'échec. C'est l'échec parce que les grands mouvements d'idées de l'Europe, de la Turquie aussi, et même les nouvelles idées qui se développent dans le judaïsme occidental, n'ont aucun écho chez les Juifs ottomans. De quoi on parle là? Très peu de Juifs ont reçu une éducation européenne, alors que les chrétiens, les arméniens et les arabes de bonne famille sont formés dans des écoles chrétiennes déjà implantées en Turquie. Or, l'alliance n'est pas encore présente. Donc, il y a un fossé éducatif qui se crée, qui se forge entre les populations, toutes les populations de Turquie et les Juifs. Et cette éducation va ouvrir ces populations à tous ces courants modernistes. Les idées révolutionnaires chez les Juifs, ça leur passe carrément au-dessus de la tête. Et par exemple, beaucoup de Juifs ottomans parlent le turc, mais ne l'écrivent pas et ne le lisent pas. Et les réformes du 19e siècle améliorent un petit peu la situation des Juifs, mais encore faut-il qu'ils soient éduqués. Alors on trouve quand même quelques employés dans les administrations, essentiellement des interprètes, mais ils ne prennent aucune part à la vie intellectuelle et ne sont pas du tout concernés par les débats extrêmement vifs qui opposent des franges différentes de la société turque. Ces Juifs ottomans, je vous demande encore 2-3 minutes, ces Juifs ottomans sont totalement imperméables à ce qui se passe dans les communautés juives occidentales. Tous ces courants de pensée que sont le chassidisme,
un grand mouvement. Le chassidisme, c'est le 18e, fin du 17e, début 18e. La Scala qui a quand même profondément marqué le judaïsme européen, pas forcément toujours dans le bon sens. La renaissance de l'hébreu, le réformisme religieux, ça c'est un peu chatouilleux ça. Le sionisme, sont étrangers. Le sionisme apparaît, les premiers mouvements sionistes, je rappelle que le premier mouvement sioniste, c'est les élèves du Gaon de Vilna en 1780. C'est pas Herzl. Évidemment, je n'enlève aucun mérite à Herzl. Herzl a été la personne qui a tout initié. Mais le mouvement était en latence bien avant, et notamment grâce au Gaon de Vilna et à des Juifs qui sont venus de Grèce. Toute une histoire, ça c'est pour une autre. Le mouvement sioniste, l'idée sioniste, elle attente, elle est dans l'air. Les Juifs ottomans, ça ne les touche absolument pas. Or, tous ces mouvements changent la vision du monde par les Juifs eux-mêmes. Et là, ils ne sont pas touchés par ces mouvements. Les Juifs ottomans sont totalement insensibles à ces mouvements déterminants pour le judaïsme européen. Alors, il va y avoir quelques changements par des pressions extérieures, des choses assez curieuses qui se passent. Par exemple, au XVIIIe et au XIXe siècle, il y a une partie de la communauté juive de Livourne qui s'établit au Proche-Orient et notamment en Turquie et en Afrique du Nord. Et ces Livournais, qu'on appelle en hébreu les Gornim, ces Livournais ont une place éminente, vont avoir une place éminente dans un certain nombre de communautés parce qu'ils sont beaucoup plus évolués, beaucoup plus éduqués. Par exemple, à Tunis, notamment, ils vont jouer un rôle extrêmement important dans la communauté juive de Tunis et nouer des liens avec des communautés juives occidentales. Et c'est grâce à ces liens avec leur pays d'origine qu'ils commencent à établir petit à petit une relation et donc une influence du judaïsme occidental sur le judaïsme ottoman. Il y a une toute petite communauté séfarade qui s'est établie à Vienne, en Autriche. Toute petite, pas grand-chose, au XVIIIe siècle. Et cette toute petite communauté séfarade va puissamment contribuer à tisser des liens entre les Juifs turcs, ottomans, et le judaïsme occidental. D'ailleurs, à propos de ces Juifs séfarades de Vienne, qui relèvent de l'Empire ottoman, ils sont partis de l'Empire ottoman, il est intéressant de noter qu'ils ont un statut comme Juifs à Vienne nettement supérieur comme ressortissants ottomans que les Juifs viennois, qui sont ressortissants autrichiens. On a plein de curiosités comme ça, de bizarreries dans ces communautés éclatées, dispersées un petit peu partout. Voilà. Alors, je crois que je vais m'arrêter là, parce que sinon, je redémarre un chapitre. Si vous avez des questions, je suis évidemment à votre disposition, dans la mesure où je sais répondre. Merci. Hanouka Sameach à tout le monde. Et voilà, vous pouvez ouvrir vos micros. Pas de questions? Quoi, le micro est coupé? Ah ben, il faut demander à Johan, il faut qu'il ouvre le micro. Il est parti, le monsieur? Je ne sais pas comment faire, c'est lui qui dirige ça. Johan, allô, au secours. Demandez la réactivation du micro. Comment qu'on fait ça? Bon.
Quoi qu'il se passe? Vous pouvez écrire un chat? Oui, ils peuvent écrire un chat. Vous pouvez écrire un chat s'il y a des questions. Qu'est-ce qui arrive à Johan? Je sais pas. Je vais envoyer un message, mais je sais pas. Non. Ben, je ne sais pas. Il ne répond pas, le monsieur. Là, tu as des messages. Là, il y a des messages. Non, tu peux les lire. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Alors, il y a... Non, il y a Monique Schoenberg. Non, elle n'a pas posé de question. Pas... Je vais répondre. Hein? Je vais répondre. Johan ne répond pas. Bon, mais le monsieur, il est parti. Alors, Hanouka Sameach à tout le monde. Et ben, on se revoit dans 15 jours. Hanouka Sameach. On va ouvrir. J'ouvre les micros, Georges. Désolé. Ah, ben voilà. Attends. Hop. Non, j'y suis pas. Voilà. Hanouka Sameach à tous. Vous pouvez réagir. Les questions, les réactions, c'est le moment. Et c'est celui Bonsoir. Bonsoir. de Cécile qui est fermé. Je pose une question. Allez-y, Georges, rallume ton micro. En bas à gauche, rallume ton micro, Georges. Vous pouvez poser la question. Bonsoir. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre brillant exposé. Je voudrais, si possible, que vous puissiez développer un peu plus sur les actions de racisme qui se sont déroulées au Maroc. Alors, oui, je vais le développer, mais alors je ne sais pas si vous nous suivez depuis longtemps. Je suis en train de faire une présentation générale de la situation des Juifs dans les pays d'islam. Et ensuite, on fera une étude beaucoup plus approfondie, pays par pays, c'est-à-dire l'Algérie, le Maroc, etc. Et pour vous dire qu'au Maroc, la situation, contrairement, nos frères marocains ont un souvenir extrêmement énamouré de leur pays d'origine. Et je peux très bien comprendre, parce que les dernières années ont été probablement très agréables. Mais deux questions quand même. Comment se fait-il qu'une telle masse de Juifs marocains ait fui après l'avènement du roi Hassan II, et puis antérieurement, avant 1956, la situation des Juifs au Maroc a été dramatique. C'est le pays qui a été le plus anti-juif pendant toute l'histoire. Alors évidemment, ça demande énormément de développement, mais il s'est passé des choses terribles. À Tétouan, à Fès, à Djeddah, dans tout le Maroc, il y a eu des situations tout à fait dramatiques. Alors, sauf les dernières années. Évidemment, il y a une culture du juif marocain qui est magnifique, qu'il faut respecter, mais on voit des accès d'enthousiasme maintenant avec les accords qui viennent d'être signés, et je suis le premier à m'en réjouir, mais il faut quand même savoir raison garder et prendre les choses avec circonspection et prudence. Voilà. Mais ça viendra. On développera évidemment tous ces actes antisémites et racistes au Maroc, bien entendu. Merci beaucoup. Avec plaisir. Autre question? D'autres questions, chers amis? Non. Bon. Hanouka Sameach, on se retrouve dans 2 semaines. Hanouka Sameach à tout le monde. Hanouka Sameach. Refoua Shlema à toi, Johan. Je crois que tu as un bon rhume depuis quelque temps. Eh ouais, ça dure 1 semaine, mais on va s'en défaire.
Oui, oui, un rhume soigné, c'est 2 semaines et un rhume pas soigné, c'est 15 jours. Sauf si c'est du corona. Voilà, bonsoir Sarah et Alain, bonsoir à tout le monde. Merci d'avoir été avec nous et à dans 15 jours. Hanouka Sameach à tous. Hanouka Sameach. Bonsoir. Bonsoir, Georges. Salut Georges. Salut. Bonne soirée. Bonsoir, salut Gilbert. Ça fait plaisir de te voir. Françoise Cachet. Salut. À bientôt.